Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono pour la toute dernière émission de cette saison 2022-2023. À mes côtés ce soir, Alexandre Leneur. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Pour nous présenter les événements sportifs du week-end, puisqu'il y en aura encore à vous annoncer dans cette émission. Et puis comme lundi, on va faire un bilan de cette saison avec nos différents chroniqueurs. On accueille notamment Mickaël Boucher pour parler handball. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien. Quentin Retailleau pour le basket. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et puis notre expert prépa mental, Benoît Pinault, est également avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Aurélien. Pour notre chronique prépa mentale, donc en fin d'émission. On va revenir sur les moments forts, les moments qui ont marqué cette saison sportive en Vendée. Et on va commencer tout de suite avec le basket. Avec vous Quentin, que retenir donc de cette saison? On va peut-être déjà s'intéresser à l'équipe féminine du RVBC de La Roche-sur-Yon, de son parcours en Coupe d'Europe, mais d'abord en Ligue féminine. Oui, du coup, les filles de Manu Baudier qui seront encore une fois en Ligue féminine l'année prochaine, qui ont réussi une belle saison avec une 6e place en championnat, avec 9 victoires, 13 défaites. On a failli avoir l'exploit en play-off face à Montpellier. Ça s'est joué à un petit lay-up raté d'Adna Suarez dans les derniers moments pour arracher cette qualification en demi-finale, qui aurait été la première fois pour ce club. Malheureusement, cette année, une Coupe d'Europe un peu plus compliquée. Elles n'ont pas réussi à passer les poules avec seulement 2 victoires. Une victoire là on peut le voir, contre l'équipe italienne de Sardaigne, et puis une victoire contre les London Lions à domicile. Donc voilà, c'est ce qu'il faudra l'année prochaine, et déjà essayer de raccrocher les playoffs, et puis pourquoi pas une qualification en quart de finale d'Eurocup. Et donc pour ça, il a fallu renouveler l'effectif. On connaît maintenant la totalité de cet effectif, pratiquement. Pratiquement, ouais. Après, ça sera complété par des joueuses du centre de formation, mais oui, du coup, la capitaine va rester sur le poste 1, Anna Suarez. Elle sera épaulée de la jeune Vassiana Gomis qui arrive de Ligue 2 féminine de Mondeville. Sur le poste 2, on retrouvera du coup une américaine, Shakwida Wallace, qui arrive de Turquie, d'Antalya, où elle tournait à 15 points de moyenne. Donc voilà, une jeune du centre de formation qui devrait arriver. On pense à Zonzon. Et puis sur le poste 3, on aura Louise Prénaud qui aura plus de responsabilités. Joy Brown-Adams qui a été officialisé cet après-midi. C'est tout frais, c'est la dernière recrue. Qui arrive recrue. De première division espagnole. Et puis sur les postes intérieurs, on aura du coup Sarah Osfer, la capitaine de Mondeville, qui va connaître la Ligue féminine, qui sera épaulée de la Tiffany Clark, on vous la présente plus. Assis Tankoné sur le poste 5. Et puis Serena Malana qui devrait trouver un peu plus de temps de jeu l'année prochaine. Et au niveau du coaching, ça bouge un peu. Manu Baudier toujours au règne de l'équipe. Et puis on a Quentin Boulet qui arrivera pour remplacer Valentin Garot qui s'en va du côté de l'INSEP suédoise. Alors chez les hommes, on a suivi tout au long de la saison les 2 clubs vendéens en National 1 masculine, Chaland et les Sables. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. La bonne nouvelle est tombée, les Sables repêchés en N1. C'est ça, les Sables auront une nouvelle fois l'année prochaine en National 1, qui auront à cœur déjà d'aller chercher un maintien sportif. C'est ce qu'il faudra en tout cas viser. On sait très bien que le championnat de N1 est compliqué avec ces 2 phases. Donc voilà, s'ils peuvent être maintenus à la mi-saison, ça serait déjà une bonne chose. Et pareil, ça a beaucoup bougé. Parce que du coup, on aura seulement 2 joueurs qui vont rester dans l'effectif des Sables l'année prochaine. Un Thibaut Alexis sur le poste 2 et puis Grégory Le Sort sur le poste 5. Et après, ça sera tout nouveau. Un nouvel entraîneur, Denis Métet, qui connaît très bien la division, qui arrive de Rueil et qui avait passé 10 ans à Dax. Et puis après, on a par contre déjà bien commencé le recrutement avec un gros poste 1 bien connu de la division Louis Proac qui arrive de Vitré. Et puis sur les postes 3, Joris Bado qui arrive du Jura et il tourne à 18 points de moyenne en National 2. Thomas Klein qui arrive des espoirs de Pro B en Champagne. Et puis après, du coup, on a Jean-Michel Miboga qui arrive d'Orléans et du coup qui joue en Pro B l'année dernière. 37 ans, mais en tout cas, il va connaître cette division, il devrait la dominer. Et un nouveau manager du côté des Sables également. Nouveau manager, c'est Jérôme Navier, un Choletais, qui lui connaît plus la Jeep Elite, assistant coach à Cholet, coach de Cholet après par intérim. Et puis il était sur Saint-Quentin en Pro B. Donc maintenant à lui de prendre les rênes et c'est à lui de remplacer Guillaume Ponce. Et les Sables qui cherchent un assistant coach également, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Une annonce a été lancée pour. Kenny Ferro, parti en Jeep Elite. Et donc on va retrouver bien sûr le Vendée Chaland Basket qui a un petit peu déçu sur la deuxième partie de saison. Ouais, on aurait cru que Chaland pouvait accrocher les playoffs. Ils avaient réussi un très bon début de saison. Ils étaient en poule B, du coup, pour aller chercher les playoffs. Malheureusement, une deuxième partie de saison plus compliquée. Pourtant, ils avaient retrouvé leur effectif complet. Donc, une petite déception sur cette fin de saison. Il va falloir repartir au combat aussi. Toujours même objectif, maintien. Et puis, pourquoi pas, playoff l'année prochaine.
Avec là aussi du changement dans l'effectif. Du changement sur les postes 1, Jérémy Bichard, Lucas Place qui arrive des Sables. Poste 2, on retrouvera toujours Paul Turpin. Poste 3, Marc Gosselin. Et on a Anthony Prunière qui nous arrive d'Orchy de National 1. Sur le poste 4, Gary Berchel qui nous arrive de Boulogne-sur-Mer. Et puis le capitaine Patrick Lérance qui reste au club, toujours épaulé par Sébastien Lambert et Miguel Rollet. Et puis, on suivra une équipe en National 2 l'année prochaine, celle de Saint-Georges-de-Montaigu, qui a survolé sa poule de National 3 cette année. C'est ça. Excellente saison des hommes de Paul Ravant en National 3. Une seule défaite dans la saison. Bon, ils n'ont pas réussi à aller chercher le titre de N3. Mais puis, ils gardent la majorité de son effectif. 7 joueurs restent. Et puis, on aura l'arrivée de 3 nouveaux joueurs. Joran Amon qui nous arrive de Vitré, qui sera sur le poste 3 avec Valérie Champin, l'ancien du club. Et puis, la très bonne pioche chez Thibault Lonzienne, qui était le capitaine de Tours en National 1 et du coup, qui vient de signer à Saint-Georges. Et puis, Jonathan Nsumbu Bidi, qui nous arrive de Auch, qui joue en National 2 depuis 3 ans. Très bien. Et bien voilà pour cette saison de basket. Merci Quentin. On enchaîne tout de suite avec le handball. Pour cette toute dernière chronique, Mickaël, après 7 ans de bons et loyaux services, vous allez pour la dernière fois donc, nous parler handball sur ce plateau de 85 chrono. On va commencer avec le handball féminin et les clubs de La Roche. C'est ça, on a vécu une saison un peu compliquée globalement en Vendée cette année au hand. Et c'est La Roche, les filles de La Roche en National 1 qui ont tiré le mieux leur épingle du jeu au final. Malgré là aussi une saison un peu compliquée, parce qu'il faut se souvenir qu'au cœur de l'hiver, elles ont changé d'entraîneur. Ah oui. Liviu Burelanou a été débarqué, et donc c'est Ophélie Charbonneau qui a pris la suite, et qui a fait une très belle deuxième partie de saison, parce que donc, les filles de La Roche terminent 7e sur 13, à juste un petit point de la 4e place. Donc c'était vraiment ça, inespéré au cœur de l'hiver, quand ça allait vraiment pas bien. Et puis la réserve de La Roche qui suit derrière, qui enquille le pas, et qui fait également une très très belle saison en National 2, et qui vient terminer aussi 7e, qui a un maintien vraiment acquis facilement, sans aucun souci. Donc vraiment, le handball féminin à La Roche se porte bien, mais le handball féminin n'a plus que 2 équipes en Vendée. Alors on va arrêter le bilan pendant quelques secondes pour se projeter sur ce qui va se passer. Toujours à La Roche, il y a un événement très, très sympa qui est à venir. Un événement très très intéressant qui va avoir lieu le 18 et 19 août. C'est une première en Vendée. Il va y avoir un tournoi donc un tournoi de handball avec 4 équipes de première division de la Ligue Butagaz. Sur un week-end, donc ça va être du très très haut niveau, ça va être hyper intéressant à voir jouer, je vous convie vraiment à y aller, avec Nice qui a donc fini 8e du dernier championnat, Chambray qui a fini 4e, Celles-sur-Belle qui a fini 10e et le Paris 92 qui a fini 7e. Donc avec 2 demi-finales le samedi en fin de soirée et finale donc le lendemain, le 19 août. Handball masculin maintenant, vous avez souhaité parler de... un Vendéen d'origine, mais qui brille hors des frontières. C'était pour rester un petit peu dans le monde professionnel. Et c'est quelqu'un en plus qu'on suit depuis, moi depuis les 7 ans que j'ai su ici, on l'a suivi, on l'a accueilli plusieurs fois et c'est le porte-drapeau on va dire, du handball vendéen aujourd'hui. C'est donc le petit joueur qu'on voit à gauche ici, Lucien Offray, qui est parti, qui était très jeune, qui avait 17 ans de Pouzauges, qui est parti au HBC Nantes et donc qui est à Dijon maintenant en D2 et qui a fait une énorme saison cette année, qui a pris donc qui a gagné son ticket pour remonter en première division cette année, donc il va aller se frotter l'an prochain au PSG, au HBC Nantes, à Montpellier et toutes les grandes stars du handball mondial. Et en plus de ça, personnellement, ça a été une formidable saison pour lui parce qu'il a été élu meilleur ailier droit de la saison en deuxième division. Il a donc fait partie du 7 majeur, donc là c'était à la remise des trophées à Paris, donc c'est vraiment une super saison pour lui qui s'est terminée par contre un peu plus difficilement parce qu'il s'est fait les croisés à 2 journées de la fin, donc il ne rejouera plus au hand. Moi j'ai eu au téléphone il y a un mois, il ne rejouera plus au hand en 2023 malheureusement, le temps de se faire opérer. On revient en Vendée avec le Slam en National 3. Saison compliquée pour le Slam. C'est ça. L'an dernier, il faut se souvenir que le Slam s'était sauvé à la dernière journée à La Rochelle, de mémoire. Là, cette année, ça n'a pas passé. À force de tirer sur la corde, la corde a pété. Et puis, saison compliquée, évidemment. Mehdi Sedouki a pourtant activé tous les leviers possibles. Mais ils n'ont pas réussi à s'en sortir cette année. Et donc, le Slam retrouvera le niveau régional en septembre. Et parlons maintenant de Pouzauges, qui était en National 1 cette année, qui sportivement doit descendre, mais va peut-être être repêché. Mais en tout cas, c'était une saison avec des hauts, des bas, et en tout cas une bonne deuxième partie de saison.
C'est ça. On a démarré la saison avec un nouveau projet, un nouveau coach, Steve Berger. Les nouveaux coachs à Pouzauges, c'est pas si courant que ça. Il y a souvent des très très longs bails. Une saison qui a été compliquée, effectivement, qui a été longue à démarrer. Par contre, ils ont fini mais très 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 fort parce qu'ils ont quand même arraché 6 victoires dans les 7 dernières journées. Et la seule équipe qui les a battus sur ce laps de temps, c'est Boulogne-Billancourt qui survolait la poule en N1. Donc vraiment très grosse fin de saison. Pouzauges a gratté des places pour venir mourir à la 11e place et premier relégué. Donc c'était la dernière soirée, on était vraiment entre deux eaux parce que la saison se finissait quand même plutôt bien et ils avaient un vrai espoir de maintien. Alors on espérait ce soir annoncer le maintien officiel de Pouzauges. Le repêchage. Le repêchage, pardon. Parce qu'en fait, il faut savoir que Pouzauges est premier au ranking des équipes reléguées de N1 et il y a au moins une place, voire deux qui vont se libérer suite à des dépôts de bilan. Donc il n'y a vraiment aucune raison que Pouzauges ne soit pas de la partie en N1 l'année prochaine, mais c'est pas officiel. On va le savoir très bientôt. C'est ça. On prépare quand même la prochaine saison. Il y a des départs, des recrues. Voilà. C'est aussi pour ça que la dernière soirée était un peu exceptionnelle, parce qu'il y avait quand même beaucoup de départs et des joueurs cadres de l'histoire de Pouzauges. Simon Bron, Anthony Collet, Nathan Pelletier, Chris Youssef, Victor Racinou, plus les deux gardiens, dont Skander Slim. Donc on a mis finalement la photo là à droite, c'est tout ce qui reste. Alors c'est vraiment tout ce qui reste, c'est les 8 on va dire. Donc ça va être le socle de l'équipe l'année prochaine. Il va falloir reconstruire autour de ce noyau dur. Et puis il va y avoir un recrutement qui est fait, mais c'est pas simple parce que Steve Berger nous l'a encore dit au téléphone cette semaine. Entre la N1 et la N2, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc recruter dans ces conditions, c'est pas facile. Donc on va dire que pour le moment, le joueur le plus expérimenté là, qui a été recruté, c'est le gardien de Lille, Antoine Génaud, qui arrive donc de National 1, lui qui connaît bien le niveau National 1. Bon, et vous voulez revenir un peu sur ces 7 saisons à parler handball sur TV Vendée. C'est ça. Cette saison où, moi j'ai vécu beaucoup de belles histoires à Pouzauges notamment et dans le hand vendéen, parce que le sport, c'est pas que des résultats, c'est pas que des victoires, que des défaites, c'est aussi surtout beaucoup de belles rencontres, des histoires improbables des fois à raconter, de l'émotion. Et c'est vrai que moi j'ai plus suivi Pouzauges depuis ces 7 années et on a vécu des moments assez incroyables là-bas. Et là encore, notamment cette saison, je voulais revenir sur ce petit fait de la saison. Ça a bouleversé quand même beaucoup le club cette année. On voit au milieu là, de la ronde des joueurs, on voit quelqu'un qui a un fauteuil roulant. Eh bien, en début de saison, ce joueur-là, c'était le pivot de l'équipe. C'était donc Florentin Albert qui a eu un grave accident à l'automne. Donc ça a énormément bouleversé l'écosystème pouzaugais, on va dire. Et on le voit la dernière journée avec Skander Slim là, en larmes vraiment, et avec l'entraîneur aussi, parce que voilà, ça a relativisé beaucoup de choses dans la saison, cette histoire-là. On lui souhaite vraiment un jour de se remettre debout pour rejouer au hand. Ça paraît improbable, mais au moins, je sais, son projet de vie, c'est reprendre la ferme de ses parents. Donc c'est au moins ça son projet de vie, donc je lui souhaite vraiment tout ça. Et puis voilà, c'était toutes ces émotions. J'ai vécu vraiment des moments assez incroyables et c'est vraiment sans regret tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble dans le hand vendéen. Très bien, merci beaucoup Mickaël et merci pour toutes ces années de chronique dans 85 chrono. Alexandre, il y a quand même quelques rendez-vous sportifs à annoncer pour ce week-end. C'est ça, il y en a toujours. Et puis pour cette dernière agenda de la saison, je vous propose de partir du côté de la commune de Ménard-la-Barrotière. C'est là-bas et plus précisément à la base de loisirs de la Tricherie qu'auront lieu samedi les championnats de France d'aquathlon. Épreuve combinée de natation et de course à pied pour les benjamins minimés cadets. Lancement des premières courses dès 9h. Toujours à Ménard-la-Barrotière et toujours organisé par les Herbiers Vendée Triathlon. Rendez-vous le lendemain, dimanche, pour le triathlon des ligues régionales. 250 mètres de nage, 6 km 800 de vélo et 2 km de course à pied. Départ des benjamins minimes à 8h45 avant la course cadet junior dès 11h. En course à pied, l'unique rendez-vous de cet agenda concerne la Boupe Handisport, un circuit de 5 ou 10 km à retrouver dès 10h samedi. C'est une 9e édition qui sera à suivre depuis la salle du Bocage au Boupère. En cyclisme, un seul événement également dominical à suivre sur les routes vendéennes. L'AS Saint-Hilaire-de-Rie organise le prix du comité des fêtes, catégorie Access 1 à 4, ainsi que pour les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Et on termine enfin avec un rendez-vous multisport demain, vendredi. Le comité départemental olympique et sportif vous propose les parcours Vendée Cœur de sport à réaliser à pied ou en vélo. 3, 8 et 5 km, 3 distances qui ne sont pas choisies au hasard puisque nous serons demain vendredi à 385 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Les 39 villes participantes, les lieux de départ, les parcours, tout ça est à retrouver sur le site du GDOS 85. Merci Alexandre. On termine cette émission avec Benoît Pinault, l'expert prépa mentale.
Et Benoît, vous avez choisi de nous parler de superstition pour cette dernière. Exactement. Et puis pour en parler, vu que c'est la dernière, on va s'amuser un peu. Donc je vais demander à tout le monde de participer sur le plateau. On va se mettre en mode Vendée Quiz qu'Aurélien connaît bien. Et je vais vous demander, en fait, tout simplement de répondre à cette première question. Alors attention, vous pouvez aussi gagner les photos qu'il y a, les objets qui sont sur les images. Alors première question. Quel sportif a porté le même slip pendant toute sa carrière? Donc vous avez plusieurs propositions, bien sûr. Vous avez Basile Boli, Gladys Lemoussu, Teddy Riner ou Aurélien Huard. Une idée? C'est pas Aurélien Huard parce qu'elle n'a pas fini sa carrière. Exactement. C'est Basile Boli, je crois. C'est Basile Boli, ouais, exactement. Et il avait en fait déclaré que tout simplement il avait porté ce slip dès son premier match pro à Auxerre et il l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière. Donc on s'imagine bien l'état du slip à la fin, et notamment lors de la finale de Ligue des Champions. Et effectivement, tout ça, ça fait partie des superstitions. Pensez quand même, c'est relativement important, même si c'est un vieux slip, de porter des sous-vêtements sur les compétitions. Et ça a fait les frais en fait d'un athlète sur un marathon qui a dû finir le dernier kilomètre dans une situation un peu inconfortable. On va vous montrer la vidéo. Donc Joseph Urban termine son dernier kilomètre dans une situation un peu particulière. Il manque de lucidité, je pense, sur la fin de l'épreuve. Alors on va noter quand même le temps, 2h21 pour boucler un marathon dans cet état-là, c'est pas mal. Et d'ailleurs il est quand même relativement décontracté et impassible sur ce qui lui arrive. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Une autre question. Deuxième question. Luis Fernandez, que vous connaissez bien, et d'ailleurs sur sa carrière d'entraîneur, il avait une particularité. Selon vous, laquelle était-ce? Est-ce qu'il récitait un poème de Baudelaire? Il déversait du sel autour des cages, il lavait le slip de Basile Boli, ou est-ce qu'il appelait Aurélien Huard? Le sel autour des cages. Ouais, cages. le sel, exactement. Alors ça semble bizarre, mais effectivement, c'est pas plus incohérent que le marabout de Pogba. Hein. Les superstitions, elles sont quand même hyper fréquentes dans le sport, hein, et elles ont un rôle. Ça donne un supplément d'optimisme, ça augmente la perception des chances de succès, et elles activent le même phénomène psychologique que la méthode Coué. En fait, si je porte ce slip, si on reprend Basile Boli, c'est sûr que je vais gagner. Donc, dans un sport de haut niveau, c'est vrai qu'on recherche beaucoup la performance. On va aller chercher dans les moindres détails de préparation physique, mentale, de la diététique. Donc forcément, les petits plus qui vont faire la différence sont aussi importants. Et finalement, c'est assez logique que les superstitions s'installent. Et le slip de Basile Boli n'en fait pas une différence. Et même, il aurait pu le vendre très très cher. D'autres exemples de superstitions? Alors la plus connue, forcément, celle de France 98, quand on avait... Laurent Blanc qui embrassait le crâne de Fabien Barthez, on se la repasse pour les nostalgiques. D'ailleurs, normalement, si tout va bien, d'ici 2 ans, on fait pareil avec Aurélien. Ça, c'est pas sympa. C'était gratuit. C'est gratuit. Une autre, oui, l'Argentin Carlos Bilardo, sélectionneur de l'équipe de foot, lui, en fait, posait une statue de la Vierge sur le terrain. C'était pour conjurer le sort après la Coupe du Monde de 86. Il y avait soi-disant une malédiction qui était portée. Mais comment naissent les superstitions? Comment on se dit... Je vais être superstitieux sur ce point-là. Eh ben, par exemple, pour Basile Boli, il est probable que la première fois qu'il ait fait son match pro, il ait fait un très bon match et il s'est dit, forcément, c'est grâce à ce slip, donc je vais le porter à chaque fois. Et il n'en fallait pas plus pour instaurer cette superstition. Mmh. Nadal, par exemple, vous ne le verrez jamais franchir des lignes entre les points, sur les changements de côté, par exemple. Pour lui, c'est vraiment réconfortant. On est dans un moment où il y a plein de facteurs qui échappent au contrôle. La météo, sa forme physique, celle de l'adversaire. Et en fait, l'idée de ça, c'est de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose. Ça donne un sentiment de puissance accrue. Et ça permet d'éliminer aussi des pensées négatives. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, si on revient à Basile Boli, il a dû en perdre des matchs malgré son slip. Oui, et bien pour autant, ça ne décroît pas la superstition. Même au contraire, en général, on va attribuer les échecs par autre chose. Les autres joueurs qui ne sont pas au niveau, ou l'arbitrage, le mauvais temps, etc. Et même des fois, ça renforce la superstition, quand bien même qu'on voit des joueurs qui ne lavent même plus leur slip. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Benoît, merci aussi à vous pour cette saison. Merci à vous tous autour de cette table pour cette saison. Merci Quentin. On vous retrouve la saison prochaine. Michael, encore une fois, merci beaucoup. Il va falloir vous trouver un remplaçant ou une remplaçante. C'est ça. Continuez à vous amuser surtout. Merci Alexandre. Merci Aurélien. On remercie également tous les gens qui travaillent pour le sport 85 chrono à Télé Vendée, que ce soit à la technique, à l'infographie, au son, à la régie, mais aussi les caméramans et les pigistes qui tournent le week-end sur les différents terrains et qui fournissent donc des images. J'ai peut-être oublié du monde et je m'en excuse. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. 85 chrono et le sport sur TV Vendée, ça reviendra dès le lundi 4 septembre. Passez un excellent été et à très vite sur TV Vendée.